Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui nous allons parler de la série Royal Nirvana et ça va peut-être pas être le pied, ou en tout cas ce sera le pied de la souffrance. Quand tu penses à Nirvana, tu penses à paix intérieure. Ben non, parce que tu vas passer ton temps à gueuler sur ton écran en disant mais pourquoi Pourquoi En même temps c'est bien aussi. C'est vrai que Nirvana ça évoque, normalement c'est l'extinction de toute souffrance et du cycle des réincarnations, mais là franchement tu vas souffrir pendant tout le drama. C'est du torture porn à ce niveau-là, mais du bon hein. Mais il faut juste, sachez que pendant 60 épisodes vous allez prendre super cher, presque aussi cher que les personnages auxquels vous allez immanquablement vous attacher. Ouais, avec quelques moments de choupinerie on va dire, et ça c'est vraiment, prends ça dans le canoë quoi, tu vois, parce qu'à ce moment-là toi tu te dis oh bah ça va peut-être s'arranger enfin, et puis on t'en remet une couche derrière. Ah non, c'est difficile. Alors du coup, on a toutes les deux adoré cette série quand on l'a regardée, et c'est extrêmement dur de la revisiter en fait. Ah oui, ça fait mal, mais pas dans le bon sens du terme. Dit comme ça, on n'en voit pas du rêve. Mais pourtant, on vous la recommande vraiment, hein. Faut savoir ça. Ah, très chaudement. Elle est magnifique à tous les niveaux. Enfin, on a très peu de critiques à faire. La production est globalement sublime. Que ce soit les costumes, les décors, l'interprétation qui est mais aux petits oignons, vraiment, que ce soit les rôles principaux ou les rôles secondaires, enfin tout le monde est impeccable. La bande son est très très belle. La symbolique, il y a de quoi faire. Les quelques images de synthèse, etc. qui sont franchement, ça se marie très bien dans le décor. C'est un petit oiseau, hein. Ça se limite à un oiseau. C'est juste un oiseau. Ils sont allés light. Un oiseau qui existe, hein, pas un truc sous assis. C'est complètement con. Pourquoi ils sont pas allés chercher un vrai piaf? Ça, c'est un truc qui me... Mais bon, on en avait discuté, je me souviens cet été de ça, de la CGI des animaux. Ouais. C'est un truc qui est vraiment bizarre, mais enfin, on aura l'occasion peut-être de le placer. Enfin oui, tout est magnifique. Il y a énormément de scènes ultra mémorables avec la photographie qui est magnifique, qui est... c'est vraiment une série qui vous prend aux tripes parce que il y a tout quoi. Il y a un très bon scénar, des personnages tout en nuances, il y a des intrigues de palais avec des princes héritiers, des empereurs bâtards, des identités cachées, du cross-dressing. Enfin bon, on pourrait croire comme ça qu'on est sur du vu, déjà vu, revu et re-revu, mais c'est un peu comme Rise of Phoenix, c'est-à-dire que là, c'est tellement bonne qualité que tous ces tropes qu'on pensait éculés, en fait, passent très très bien quoi. Et on va dire que si vous avez aimé Rise of Phoenix, il faut définitivement aller s'orienter vers cette série parce que on y retrouve la plupart des ingrédients avec un côté en plus un peu Downton Abbey qui serait le upstairs downstairs puisque cross-dressing moyennement, je dirais surtout le fait que parce que elle se fait pas passer la fille pour un mec, mais par contre elle se retrouve habillée en bonne. À un moment elle se fait passer pour un eunuque si tu vas par là, mais bon c'est vraiment 2 secondes et demie. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans l'univers des domestiques qui œuvrent à la cour impériale, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop eu finalement dans nos séries jusqu'à présent. Côté domestique, c'était intéressant. Ah puis les domestiques qui sont beaucoup des femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes parmi les domestiques, des femmes de pouvoir aussi. Elles ont une véritable influence et ça démarre très très fort d'ailleurs. Ce qui lance l'intrigue, c'est quelque chose qui arrive à une domestique justement, et ça va durer tout le long de la série en fait, pendant que Bibiche, l'héroïne, elle est habillée en domestique en fait. Et elle évolue un peu dans les coulisses du palais. C'est très bien tenu, avec des arcs très bien tenus également. C'est très bien écrit, bien ficelé. Voilà. Je vous fais le contexte général peut-être comme d'habitude. Donc c'est une série de 2019 de 60 épisodes que tu ne vois pas passer. Voilà, faut le préciser. Mais en sachant quand même que c'est une série qui a été tronquée. Parce qu'en fait, il y avait des scènes en plus qui n'ont pas collé. Et donc, justement, il y a une scène qui est intéressante parce que par rapport à une scène de la fin où il y a une phrase qui est prononcée, j'avais pas tiqué la première fois. Et en revoyant la scène, je dis ah oui, effectivement, c'est bizarre ce qu'il dit et c'est parce qu'il manque une scène. Donc, en fait, on a une version qui est abrégée. Et donc, du coup, l'année dernière, pour bien nous en remettre une couche de torture, ils nous ont sorti 12 épisodes de Rab. Et moi, dans ma grande naïveté, j'ai pensé que c'était la suite parce que c'est vrai qu'on termine sur une fin relativement ouverte, on va dire. Enfin bon, on peut imaginer la fin. Et je me dis, ouais, chouette, il y a une fin. Bah non. En fait, je dis d'entrée, sans dévoiler ce qui va se passer dedans, les 12 épisodes reprennent les morceaux qu'ils ont coupés, qui sont restés sur la planche de montage, et te les remettent en bordel comme ça. Alors, tu reviens en arrière par rapport à là où t'en étais resté. Donc,
des moments qui manquaient dans la série que toi tu as vu, et puis des trucs qui se passent au moment de la fin, et puis des trucs qui se passent après la fin. Et tu t'en prends une bonne pelletée dans la gueule, et c'est pas bien agréable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour ça que j'ai refusé de le regarder, moi, les 12 épisodes en plus. J'ai fait, j'en reste je m'en suis tenue à ce que la série de 60 épisodes nous donnait, tu vois. C'est super dur à regarder pour avoir fait l'expérience, moi, parce que c'est vrai que si tu les enchaînes pas, et c'était mon cas, du coup, forcément, j'arrivais plus à raccrocher les wagons, je savais pas où ça se passait, quand ça se passait, ce que ça amenait ou pas. Alors le problème, c'est qu'il y a des scènes magnifiques dans ces 12 épisodes, parce que la plupart des scènes sont, comme tu l'as dit Aurélie, somptueuses et mémorables, et donc, oui, ils continuent à faire de très bonnes scènes avec du très bon jeu d'acteurs, et des choses qui sont en plus hyper importantes dans les arcs des personnages, qu'on sauté, tu sais pas pourquoi, mais ils te les remettent en bordel derrière, et ça a pas vraiment de sens, quoi. En fait, c'est tout détricoté. Parce que déjà, l'intrigue de base, elle est quand même hyper dense, comme toujours, quand il y a ces intrigues de palais, etc. En plus, sur 60 épisodes, ils ont le temps de se faire plaisir, même si, comme tu l'as dit, on les voit pas passer. Donc l'intrigue, elle est hyper dense, les arcs sont quand même hyper creusés, les personnages sont ambigus, il y a des moments où on les adore, il y a des moments où on dit non mais là t'as déconné, enfin. Donc ouais, si tu te retrouves avec des scènes mises pêle-mêle comme ça, pour les raccrocher dans l'intrigue et les diverses péripéties, ça doit être galère. Ouais. C'est un peu ça. C'est basé encore une fois sur un roman de fiction historique, donc bien qu'on soit dans une ambiance de palais dont on a l'habitude, on ne parle pas de rois ou de princes qui ont existé, mais ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Et alors ça n'a pas été tourné comme d'habitude au studio Rangdiang, ça a été tourné à Xiangshan, donc c'est pour ça qu'on reconnaît pas nos décors habituels, donc ça aussi il faut le mentionner. Et comme tu l'as dit, alors il y a un cast de folie là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément des acteurs que vous connaissez nécessairement, mais on a envie de les connaître. Il y en a certains qu'on a vus dans d'autres. C'est vrai que la grosse révélation pour moi, c'était vraiment Luo Jin, que j'avais vu dans le même temps dans Princess Wei Yang, et tu l'as vu entre-temps aussi. Donc qui est un très bon acteur et qui nous fait vraiment une composition formidable là-dedans. Et alors, pour anecdote, Luo Jin, donc il a eu plein de prix pour cette série, il a eu plein de prix pour d'autres séries également, qui est marié avec l'actrice Tiffany Tang, dont on aura l'occasion d'en reparler. Ils ont une petite fille en 2019 d'ailleurs. Face à lui, Lee Yi-tong, je sais pas, qui est abonné apparemment au rôle martyr, parce que dans Bloody Romance, ça prenait cher aussi. L'empereur est très bien, qui s'appelle Huang Zhuzhong. Le 5e prince est bien aussi. Il y a Minouchet, faut le mentionner quand même tout de suite. Malheureusement, c'est pas le rôle où il brille le mieux, parce que Minouchet brille particulièrement quand il le met en charmeur. Jung Ye-chang, donc qui est là-dedans dans le rôle du cousin du personnage principal, et quand tu le découvres dans d'autres séries, Minouchet, tu veux plus le lâcher. Et puis il y a un méchant qu'on voit dans plein de séries, donc qui est le premier prince, le frère aîné, parce que notre héros sera le numéro 3. Et donc ça, c'est un acteur qui s'appelle Jin Han. Alors je crois que toi tu l'aimes pas du tout, premier prince, il te ressortait par les yeux. Ah mais c'est une catastrophe, il a une bonne tête de méchant. Dans Princess Wei Yang aussi, faire méchant, mais t'aimes tellement le détester. Mais il fait ça très bien. Hein. Il est dans Princess Agents. Il joue également un méchant. Ah oui. Oui. De la clique là. Il est abonné là-dedans. Mais alors, entre-temps, moi j'ai vu aussi dans une autre série, King is Not Easy, où il joue un méchant. Mais en 2020, il nous a fait un drama où ils l'ont casté en premier rôle, héros masculin, le type sur lequel t'es censé te pâmer. Donc dans Twisted Fate of Love. Et il y est formidable, parce que coller finalement un mec qui est abonné au rôle de méchant en rôle principal, dans un rôle ambigu et complexe, ça le fait. donc voilà. Moi j'avais peur de commencer cette série parce qu'il me sort par les trous de nez, tu vois. Ah oui, mais ça le fait, carrément. Le truc il s'appelle Twisted Fate of Love. Moi, si tu me donnes pas du tordu, c'est pas la peine de m'en parler si tu veux. Et donc du coup, c'est tordu, mais tu le redécouvres en choupi également. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai qu'on avait toutes les deux un a priori assez négatif. J'ai pas tout de suite, bien que sa tête me disait quelque chose, je l'ai pas tout de suite recalculé comme le méchant de toutes ces séries. Et puis maintenant, effectivement, en repassant les séries, en revoyant, je dis c'est le héros romantique de Twisted Fate of Love.
Et donc, comme quoi, tu vois, on peut évoluer dans une carrière. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est toujours bien de passer de l'un à l'autre. C'est bien pour lui de pas être typecasté et de sortir de ses rôles de méchant. Encore une fois, l'interprétation, il est nickel, hein, justement, il est parfait dans ses rôles de méchant. Mais du coup, t'adores le détester parce que c'est souvent le méchant irrécupérable, quoi. Donc oui, maintenant, tu m'intrigues. Peut-être bien, je vais regarder... très bien, dans cette série. Love Love. Très jolie musique. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il a un rôle qui est ambigu et complexe. Donc, voilà. Je sais pas si c'est la roue du cochon, du villainous crush ou du héros romantique. Donc, c'est tout à fait notre genre de cas. Mais revenons sur Royal Nirvana qui nous préoccupe. Royal Nirvana, on a un peu le même dilemme, hein, sans rien dévoiler de l'intrigue. On a quand même notre personnage masculin principal, qui est très très ambigu aussi. Il y a par moments, tu le cernes pas. Et l'interprétation, encore une fois, est vraiment exceptionnelle. Moi, c'est un acteur déjà, il a un physique particulier, il sort du lot. Il a une voix magnifique et c'est un crève-cœur qu'il l'ait doublé dans Princess Wayang. C'est de la soie, sa voix. Il a une voix un peu éraillée, un peu rauque. Elle est agréable, sa voix. C'est un chanteur, par ailleurs. Il chante. Ils savent tous chanter, il faut dire, mais bon. 趁过去也一样有过无法割舍之人，但趁已经决断过了。 Ça se sent qu'il a travaillé sa voix, hein, parce que... Ça n'a pas de sens qu'il l'ait doublé, même avec le doubleur de Yeroi, c'est pas la question, il a une très belle voix, mais voilà, pourquoi doubler Luo Jin? C'était un crève-cœur de faire ça, ça n'a pas de sens. C'est clair, et là ça sert tellement son personnage, parce que c'est un mec qui peut être à la fois impitoyable, puisque c'est le prince héritier, donc de toute façon, comme si vous avez déjà regardé nos vidéos sur Rise of Phoenixes, ou Goodbye My Princess, vous savez que le poste de prince héritier c'est un siège éjectable. Enfin bon bref, c'est une catastrophe quoi. Donc ouais, il peut être très très doux comme il peut être impitoyable et franchement tordu. Donc il y a des moments où tu te dis c'est de villainous crush, c'est quand même vachement bizarre, c'est un peu pervers comme relation. Enfin, c'est pas uniquement du fait du personnage, c'est un concours de circonstances comme d'habitude qui font que du coup l'héroïne est dans une position pas possible, lui la plupart du temps il est dans une position pas possible et forcément ça part en cacahuète à tous les tournants quoi. On est entre Rise of Phoenixes et Goodbye My Princess, hein. C'est vrai que si vous avez aimé les deux, voilà, hein. Ce sera la même ambiance de toute façon, avec la même fin de toute façon, voilà, sans spoiler, on préfère vous prévenir parce que c'est vrai qu'on s'oriente là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est bien pleuré alors c'est ces torrents de larmes qui nous versent avec... c'est même pas des torrents, mais il y a toujours une pauvre goutte qui lui coule comme ça et tu la vois bien couler et t'as bien la verticalité et tout et c'est vrai qu'il pleure très très bien et il est très bien dans les baignoires également et vous savez qu'on adore les lâchers de cheveux, voilà, les lâchers de cheveux et les peignoirs, et là t'as la régalade avec Luo Jin parce que du lâcher de cheveux et du peignoir, t'as plein de séquences de coiffure et de coiffage et de baignoire et rien que pour ça, je vais te dire, tu peux le regarder, hein. L'héroïne, alors c'est vrai que moi j'avais pas accroché avec Bloody Romance, donc j'avais pas terminé la série, mais l'actrice elle est toute fine, elle est extrêmement jolie, elle joue très très bien et moi elle m'a vachement émue quoi, elle m'a vraiment beaucoup émue et il y a une alchimie entre les deux, le couple fonctionne bien en fait. Ah ouais, son personnage est chouette hein, parce que c'est vrai qu'elle est, voilà, t'as un exemple de ce que moi j'aime bien finalement trouver et que des fois on ne trouve pas assez, c'est-à-dire tu peux être innocente on va dire et être sur la réserve sans pour autant être une cruche qui s'agite dans tous les sens. Et elle est intelligente, elle est appliquée, elle a des idées, mais en même temps effectivement elle est naïve, de temps en temps elle se retrouve en position de victime, mais elle est capable de reprendre la main ou d'essayer de prendre la main, enfin c'est tout à fait réaliste, même si tu te retrouves dans des situations scénaristiquement complexes on va dire. Néanmoins la manière dont ça se joue est extrêmement réaliste et sort complètement d'un nombre de clichés, notamment sur un personnage en particulier où tu sors complètement de nos clichés habituels de drama, qui est normalement là où tu devrais t'attendre à trouver ta bitch de l'horreur qui va persécuter l'héroïne, et t'as pas du tout ça. Et c'était vraiment intéressant.
J'ai trouvé ça très bien pour ça. Peut-être refaire le pitch de base. Alors on en est dans un royaume fictif où un empereur qui a accédé récemment donc au statut d'empereur, enfin ça fait que 4 ans qu'il est roi, doit nommer son prince héritier et normalement le prince héritier c'est toujours le fils de la reine ou d'impératrice. Le problème c'est qu'il veut pas nommer son prince héritier parce qu'il s'en méfie, parce qu'il a un oncle, donc le beau-frère en fait est général et extrêmement puissant et comme il est dans un statut assez bancal et assez précaire l'empereur car nouvellement arrivé, il a zéro confiance en son propre fils. Et donc ça crée une tension entre le père et le fils qui va dominer l'ensemble de la série où de temps en temps ils s'entendent bien mais grosso modo c'est beaucoup de méfiance et de défiance de part et d'autre. Alors le fils veut se faire aimer par son papa, il y a aussi un vieux passif de la maman et la petite sœur sont mortes dans sa jeunesse et donc il blâme le père pour ça aussi. Enfin, il y a un gros traumatisme oedipien à un endroit ou à un autre. Et puis il y a donc ce prince héritier, il a autour de lui, il a beaucoup de gens, il a vraiment un entourage, il a son cousin, il a des domestiques qui le suivent et qui l'encadrent depuis l'enfance et qui jouent des substituts maternels. Et il a des figures paternelles en dehors de son oncle de général, là où son général donc. Il a un chifou, il a un maître qui le suit depuis l'enfance et lui donne plein de conseils et l'a formé pour être un bon souverain et un homme noble, digne, etc. Et qui veut le caser avec la bonne épouse et qui est une autre de ses disciples. Et donc ils se sont jamais rencontrés et ils sont a priori fiancés. Le hasard va les faire se rencontrer, mais la donzelle ne montrera pas son visage et un concours de circonstances va faire que le mariage ne sera pas possible, qu'ils seront séparés, qu'elle doit, elle, protéger son père et son frère qui ont été mis en prison et qu'elle va tout faire pour essayer de les sauver. Ça ne se fera pas malheureusement et donc elle va devoir partir dans un arc de vengeance qui la mettra face à son ancien amour. T'as bien résumé. C'est un travail. C'est-à-dire que l'arc de l'héroïne, il est intéressant parce que c'est une perte d'innocence, c'est un arc de vengeance. Elle est quand même très très futée, la copine. Hein. Elle arrive à déjouer certains pièges, pas tous, mais elle arrive à en déjouer certains. Et il y a des moments qui sont quand même particulièrement jouissifs dans son arc. Par contre, forcément, cet arc de vengeance la met en porte-à-faux vis-à-vis du personnage masculin principal. Donc c'est une histoire d'amour qui est très 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 compliquée et assez tordue, hein, on vous cache pas, c'est bien pour ça que ça nous a plu, hein, évidemment. Elle est tordue que dans un sens, parce que elle connaît à toutes les données du problème, c'est-à-dire elle sait très bien qui il est, elle se retrouve comme domestique auprès de lui en connaissant son identité, c'est elle qui décide de cacher sa propre identité et de pas lui révéler la vérité, donc elle se met dans cette situation précaire, lui ne sait pas qui elle est. Et ça, c'est peut-être la seule chose qui est irritante, on va dire, dans la série et pas très réaliste, et que pour quelqu'un qui est tombé si raide dingue amoureux de cette personne, à sa voix, à ses maniérismes, etc., il ne la reconnaîtra pas de toute la série. Because le scénario, ils avaient besoin de... Ah non, ça c'est vrai que tu te dis, c'est pas possible quand même. Il est pas con en plus, le mec, tu vois, donc ça tient pas la route, quoi. Alors, moi, je me dis, ce qui pourrait justifier ça et rendre ça acceptable, c'est qu'il est tellement persuadé, parce qu'il a en fait fait beaucoup de choses pour la protéger, il est tellement persuadé qu'elle est partie, on lui a donné la garantie qu'elle est partie, que pas une seconde, il n'imagine qu'elle peut être si près de lui. Et il y a des moments où tu te dis, il le sait, quoi, parce que c'est vrai qu'il est pas tout à fait le même en sa présence, elle lui pose problème très rapidement. Elle le trouble beaucoup. Ouais. Mais il raccroche pas les wagons. En même temps, tant mieux pour nous, parce que ça donne lieu à des scènes quand même jouissives. Oui, enfin jouissives, c'est beaucoup de scènes de « Mais pourquoi ? Oui, mais voilà, mais faut aimer souffrir pour regarder ce truc, mais ouais. Le truc qui est compliqué, c'est que bien qu'il est capable d'être implacable et cruel, etc., un peu comme Ningyi, j'ai envie de dire, on le déteste jamais. Moi, en tout cas, je l'ai jamais détesté, même quand il fait des énormes crasses à la nana, parce que justement, contrairement à Chanel dans Goodbye My Princess, il sait pas que c'est elle. Et en plus, dans le même temps, c'est quelqu'un qui vit, donc qui a cette espèce d'amour idéalisé pour elle, qui va avoir toute sa vie,
et qui fait donc des choses innommables à la personne qu'il aime, sans savoir que c'est elle, et il le lui ferait pas s'il savait que c'était elle. Et c'est clairement. C'est ça qui est absolument dingo à suivre. Et c'est là qu'il se transforme en Villainous Crush sans le savoir, et que nous on signe. Oui, ça donne des bonnes scènes. C'est vrai que tu commences, comme tu disais, ça commençait avec le décès de la suivante qui l'accompagne, qui lui a servi de substitut maternel, en fait, autour de justement de la campagne pour faire de lui le prince héritier, d'un couronnement de prince héritier qui se fait pas dans un premier temps et qui doit se refaire. Enfin, ça commence déjà avec des gros scandales et ça commence en mode hyper déprime, hyper sombre, hyper tristoun, etc. Et puis, il y a la rencontre entre les deux qui se fait dans une prison. La rencontre est super chouette. Oh, c'est beau avec la neige, etc. Et une des premières questions qu'elle lui pose, parce qu'elle sait très bien qui il est, parce que même là, elle le reconnaît à son cheval, parce qu'elle est experte en canasson, et donc elle reconnaît à son cheval, etc., que c'est le prince héritier. Elle lui pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lequel vous seriez prêt à vous sacrifier? Et lui, c'est bon, non, balèque. Et en fait, ça va poser tout le problème de la série, parce qu'en fait, ça va être une question de sacrifice permanent, quoi, cette série. Et il se rend compte comme ça, elle attrape une épée pour essayer d'entrer dans la prison où son frère a été incarcéré pour une histoire de tricherie au bac et des conneries comme ça. Et elle pisse le sang, enfin voilà, sa main saigne, etc. Il est impressionné par elle, par sa posture, etc. Il accepte de l'accompagner dans la prison, toujours sans savoir. Et puis à un moment, les hasards et la connerie d'un personnage secondaire qui dit une connerie à la minute finit par révéler que ta sœur, c'est la fiancée du prince héritier. Et donc là, il se rend compte que la fille à côté de lui, c'est sa fiancée, et à un moment, il l'attrape par la main, il dit « elle est à moi », et il va avoir cette espèce de côté possessif machin sur elle pendant toute la série, qui va revenir de manière instinctive à plusieurs moments, sans qu'il sache même que c'est la même personne de laquelle il parle. Ouais. Et d'un coup, on rentre dans une espèce d'arc hyper choupi entre les deux, avant qu'on t'assassine à coups de couteau dans le cœur. C'est vrai que le premier épisode, d'entrée de jeu, tu sens que t'as une affaire à une écriture qui est très différente, parce que il arrive, il sort d'une réclusion où il était en train de méditer ou je sais pas quoi dans un temple. Comme il en sort sans l'autorisation. Ouais, c'est ça. Comme il en sort sans l'autorisation de l'empereur, etc. Il distribue des manteaux. T'as tous les conseillers, les vieux, y compris son chifou, qui sont dehors, à genoux, en train de supplier l'empereur. Tu sais, ça se fait beaucoup, ça. Sous la pluie, machin, là. Là, ils sont sous la neige et donc il fait distribution de manteaux, voilà, soupe populaire. Et c'est là que je l'avais baptisé Martin, parce qu'il va passer son temps à donner des manteaux à droite à gauche, le mec. Et ça commence comme ça. Et tu te dis, c'est pas commun comme approche. Ensuite, tu as toute la séquence autour du passage de l'examen pour entrer à l'école des officiels impériaux, en fait. Des magistrats, ouais. Où effectivement, il y a une tricherie. Alors toi, t'es en mode, ça me rappelle des souvenirs du bac, merci. Bon. Et ça aussi, c'est pas commun. J'avais jamais vu ça dans un drama chinois ou autre depuis, tu vois. Je trouvais que c'était vraiment, d'entrée de jeu, l'intrigue t'a harponné parce que tu dis, on sort de l'ordinaire. Et puis en plus, t'as une interprétation, enfin, tout de suite, le mec, il est tellement charismatique que t'es embarqué dans l'histoire, quoi. Et il est très, très émotif. Enfin, tu te dis, est-ce que ça ferait un bon empereur? Moi, pendant toute la série, je me suis posé la question parce que il peut être calculateur, tendre des pièges, mais ça marche pas à tous les coups. Il chiale beaucoup. Oh oui. Il est très, très émotif. Alors, ça passe très bien parce que l'acteur a tout le spectre des émotions, c'est du caviar, quoi, en termes d'interprétation. Tu te dis, est-ce bien raisonnable d'en faire le futur empereur? Après, quand tu vois les autres candidats, tu dis, oui, non, vaut mieux que ce soit lui à choisir, quoi, parce que... Bon. Bah, le prince 5, il est bien. Ouais, il est bien, le 5. Il est pas charismatique, mais il est bien. Il est bien. Il est choupi, il est droit dans ses bottes. Pourtant, il partait avec un handicap parce que sa mère, c'est une bitch. Mais le premier prince, alors là, non, hein, c'est le méchant, c'est pas possible. Tu te dis, le prince... Je comprends que l'empereur ait hésité parce que ce prince héritier, il est... Est-ce qu'il va tenir le choc, quoi? Est-ce qu'il est assez solide pour... Bah, c'est là que le titre se pose là, en fait. La question de l'extinction des feux, des passions, etc. C'est-à-dire que pour devenir un bon roi, un bon royal, il faudrait que tu arrives justement à éteindre tous tes conflits internes et tes émotions personnelles. Et le fait est qu'il en est pas capable. Alors dans le même temps, c'est un personnage, tu disais Martin, mais pratiquement il a un parcours christique d'une certaine manière parce que il est en sacrifice expiatoire permanent, quoi. Il sacrifie sans arrêt son bonheur,
honneur ou un certain nombre de choses par devoir, par sens du devoir pour la nation ou pour la piété filiale ou pour l'amour de celle qu'il aime. Ouais. Bah, lui aussi, il souffre beaucoup. Hein. On a parlé de Bibiche qui est sur... Elle a son arc de vengeance, elle a de bonnes raisons de vouloir se venger et c'est du torture porn. Mais lui aussi, hein, il se fait bien torturer. C'est vrai qu'on en avait parlé pour Kingswoman quand l'héroïne elle se faisait torturer avec l'empereur à côté. Nous on avait dit bon alors on va arrêter de shipper à partir de maintenant, c'est fini. Bon là tu peux continuer de shipper parce que voilà il y a un défaut de connaissance qui fait et que lui il va prendre cher aussi comme tu dis. Alors c'est vrai qu'il y a de la torture psychologique, mais alors disons allons-y pour la torture physique aussi. Hein. Le nombre de fois qu'ils se font bastonner alors sur le banc là avec à coup de pelle à tarte, à coup de gros bâton dans le dos et sur le cul, emmené à la question pour se faire effectivement interroger par les magistrats, et puis alors à la dure, hein, Lyon le prince héritier, il est assez malmené quand même, hein, il est menacé de destitution un nombre de fois pas possible, il est destitué un nombre de fois pas possible. Ah puis la prison impériale, presque tout le monde passe dans la même geôle, hein. Ceux qui se croyaient à l'abri et finissent par atterrir dans la même geôle pourrie. Alors bon, il y a ceux qui savent faire des criquets en paille et puis les autres quoi. Voilà, les origamis ça t'aide bien, mais en même temps ça donne quelque chose de bien, c'est-à-dire que c'est vrai quand après se retrouve dans la même geôle, comme tu dis, les prisons impériales sont très petites, hein, donc il y en a 2 cellules apparemment, dont une de dégrisement. Et c'est the place to be là. Elle se retrouve dans la même prison où il y avait son père et son frère avant, et elle retrouve les traces. Alors ça donne quelque chose de très émouvant, mais c'est vrai qu'au niveau du... Bon, tu te dis quand même, tu peux espérer que la paille elle soit changée de temps en temps pour les prisonniers, parce que t'imagines sinon... au secours, quoi. Mais quand même, et c'est peut-être le moment de le placer, nous on constate que les prisons chinoises sont d'une propreté, mon gars. Quelle que soit la série, tu peux bouffer par terre. Hein. D'ailleurs, ils ont souvent l'occasion de le faire. Ça, pas une toile d'araignée. Voilà, tout est propre. Bon, la prison, c'est the place to be, quoi, on va dire. Quand c'est... Il y a la salle de bain... Et puis il y a la prison. 2 places to be dans ce drama. Ouais, et t'as aussi la salle du trône, toujours, où t'as des vieux règlements de compte à Hockey Choral, avec des changements d'alliance, etc., parmi les conseillers de l'empereur, parce que forcément ça intrigue à tout va, quoi. Mais oui, essentiellement le jacuzzi de Martin et la prison. Ouais. Ah bah le jacuzzi, il faut quand même il faut vraiment parler du jacuzzi au niveau du décor, parce que là quand même, t'as cette espèce de vasque avec fleurs de lotus, machin, etc. Et au tout début, tu le vois, il a un bateau pour fouler, il a un jouet de bain. Et là tu te dis bah alors attends, je comprends pourquoi l'empereur il veut pas le nommer, il est vachement immature en fait, il a son sous-marin et tout pour pouvoir s'amuser dans son bain, tu lui manquer ses canards, ses machins et tout. Ouais, c'est pas juste, tu peux pas être le prince héritier, c'est trop dégueulasse. Mais bon, fort heureusement il va pas être complètement immature, et c'est vrai que contrairement à Ningyi qui voilà, on se demande s'il est mort puceau, dit tout de suite notre 3e prince, notre Martin, non, il sera pas puceau lui. Non, lui il couche. Mais il a bien raison. Et il en essaye plusieurs. Oui, aussi. Mais ça gêne pas. Donc si vous vous laissez tenter par l'aventure, franchement Royal Nirvana, on vous le recommande à 100%. Tout est beau là-dedans, enfin, vraiment tout est magnifique. Et vous allez peut-être finir en PLS au bout des 60 épisodes, comme avec The Rise of Phoenixes, mais vous regretterez pas le voyage. Voilà, ça on peut vous le garantir. Non, ça peut pas te laisser indifférent. Et puis tu vas développer des nouveaux hobbies aussi. Tu peux apprendre à faire le thé, et puis à... Pas faire de la sculpture sur bois, mais cette fois à fabriquer de l'encens, hein, faire des parfums et des choses comme ça, voilà. Donc. Et à attraper des petits oiseaux en CGI. Et à peindre sur paravent aussi, donc tu vas apprendre plein de trucs. Puis aussi à faire des manucures. C'est très important la manucure également. Ah oui, très important la manucure. C'est des manucures qui tiennent mieux que les nôtres, hein. Faut reconnaître que waouh. Ah bah moi je m'en fais une dans la journée, c'est écaillé, mais là ça tient au moins 3 saisons là, donc c'est bon. Tu fais printemps, automne, hiver avec ta manucure. Je te dis pas comment ça doit être toxique. Hein. Bah t'as pas les ongles qui poussent, rien, enfin c'est la classe quoi, c'est bien foutu. Donc il y a plein de tutos pour ceux que ça intéresse. Et puis maintenant on va partir sur la partie spoil, parce qu'on en piaffe. C'est parce qu'on parlait du petit oiseau que tu dis ça? Bah c'est pour ça, j'étais obligée de rebondir. D'accord, et bah alors piaffons. Toi tu parles du piaf, ou piaffer, on pourrait rester sur les chevaux, ça a été quelque chose que t'as pas bien vécu toi, la question des chevaux, parce qu'il y a des chevaux, mais ça se passe pas bien pour eux. Non, les chevaux sont rarement
à la noce. Ah, ils sont pas en CGI là, tu vois, par contre. Non, c'est des vrais. C'était vrai. C'est vrai que c'est toute cette intrigue sur le commerce illégal de chevaux de guerre, c'est ça, hein, qui forcément c'est un crime capital en temps de guerre. Hein, puis les chevaux de guerre sont l'apanage de l'empereur. Oui, c'est un crime très très grave. Mais il se passe plein d'autres trucs. Hein, mais c'est vrai que c'est un des nombreux scandales qui vont faire tomber quelques têtes. Si on reste avec les oiseaux, on a quand même nos grues qui sont le symbole de nos deux loulous. Bah, le symbolisme, oui, il se pose sur les grues parce qu'elles sont présentes dès le générique. Tu les retrouves en conclusion, hein, c'est une des dernières images de la fin et c'est vrai qu'il y a toute une question de la représentation des grues parce que parmi les hobbies des personnages, la jeune fille est experte en dessin, en peinture et elle peint sur un paravent et elle repeint après sur un rouleau paysage de montagne qui est celui qu'elle a connu quand elle était jeune avec une grue. Et ça lui a tapé dans l'œil et lui il en veut 2. Alors la grue, il faut savoir que c'est pas du tout comme chez nous, hein, ça va pas être parce que t'es une andouille ou une pute. La grue c'est le symbole de la longévité. Quand on a 2, c'est un symbole de fidélité conjugale et donc c'est également surtout le prince des oiseaux. Enfin c'est généralement la grue est associé avec le prince héritier ou avec les princes, ça tombe bien parce qu'on en a un. Donc c'est vraiment son symbole à lui. Et le fait que tu aies ces 2 grues, alors et la question qu'il n'y en ait eu qu'une pendant un moment, et de la solitude et de la difficulté à ce que le couple se rejoigne, c'est quelque chose qui va être présent effectivement pendant toute l'histoire. Et la grue se retrouve dans une pique à cheveux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de pique à cheveux depuis Rise of Phoenixes où c'était très présent. Là aussi, il y a une pique à cheveux avec une grue qui va être un MacGuffin, un des nombreux MacGuffin, on va dire, ou des objets cachés dans l'histoire, à un moment qui va ressortir à la fin au moment où tu as les masques qui tombent. Et puisqu'on est dans la partie spoiler, je peux le dire, enfin cette pique à cheveux. Alors donc spoiler, après cette série donc dont vous ne verrez pas la fin, dans la partie en 12, le personnage principal se suicide en s'enfonçant dans la carotide, la pique à cheveux avec la grue. Voilà, c'est formidable. C'est horrible. Dans la joie et l'allégresse. Ah bah voilà. Alors que si vous regardez la série de 60 épisodes, on finit sur une fin ouverte puisque ils sont ensemble, ils sont en couple. Lui il part se bastonner je sais pas où dans le nord là, et elle se rend compte qu'elle est enceinte et elle l'attend. Donc potentiellement tu te dis il va revenir couvert de gloire et ça va consolider sa position de prince héritier et puis ils vont avoir un bébé, ils vont enfin être heureux. Donc moi j'aime bien imaginer ça, tu vois, après tout ce qu'ils se sont mangés. C'est ce que j'avais imaginé aussi, d'autant que la dernière vraie image c'est ce fameux paysage de montagne donc où ils voulaient aller tous les deux ensemble un jour et tu vois les 2 grues qui passent au-dessus de la rivière qu'on a dans le générique et à ce moment-là t'as cette espèce de petit pavillon en haut de la montagne où elle était avec son père au tout début. Et tu vois une silhouette d'un couple enlacé, donc eux, hein, en train de regarder passer les grues. Et tu te dis, c'est bon, alors voilà, tout va bien. Et d'ailleurs, il te recolle cette dernière image dans la conclusion de tes 12 épisodes où tu sais qu'il est clamsé, le mec, quoi. C'est dur. Ah, c'est horrible. Pourquoi ils font ces éditions spéciales? Parce que c'est pas la première série où t'as une édition spéciale, soit c'est une fin alternative, soit c'est bienvenue dans le monde moderne, qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Faut qu'ils arrêtent les Chinois avec ça. Hein. Ils nous font chier. Hein. Bah, il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Mais celle-là, je t'avoue que je l'ai vraiment mal vécue, quoi, cette fin-là. Ah bah, il y a de quoi. C'est vrai que bon, leur gamin, il est né, ça se passe bien. L'empereur, en plus, devient un papy gâteau. Enfin, voilà, le gamin, il va être bien traité. Mais lui, par contre, du coup... Et alors, tu parlais de la question d'aller à la guerre. Ça, c'est un arc que j'ai pas suivi, j'avoue. C'est l'arc que j'ai le plus zappé. C'est toute la question de la guerre. Je suis sûre que c'est très important. Mais toute la question de la guerre avec le général, etc. Et où, malheureusement, Minouchet se trouve envoyé. Donc, j'ai zappé Minouchet, honte sur moi. Ah, bah, pareil. Bah, voilà, ça m'a gavé, cette partie-là. J'étais tellement plus intéressée par ce qui se passait, pour le coup, au palais, que dans l'arc de la guerre. Bah déjà, ce qui se passait au palais, ça occupe bien, fallait suivre, quoi. Mais c'est vrai que Minouchet, alors moi, c'était la première série où je le découvrais. Donc, toute la partie où il passe son bac, il est à la capitale avec Martin, etc. Donc là, j'ai bien suivi. À partir du moment où il part dans le nord pour se bastonner, moi, j'ai complètement lâché l'affaire. Il est passé à la trappe, quoi. Et je suis contente de l'avoir
découvert dans d'autres séries où il a le rôle principal et ouais, il est minouché. Hein. Il est bien cet acteur. Hein. Il est très bien cet acteur, il est très très bien. Mais c'est vrai qu'il n'était pas complètement mis en valeur, même si au début, comme tu l'as dit, il est bien parce qu'en plus c'est le cousin du perso et c'est vraiment un peu comme son frère. Enfin, ils ont vraiment une bonne relation, ils ont une relation très adorable tous les deux en fait. Ah, c'est son meilleur pote, c'est celui qui couvre ses arrières, il est loin d'être con aussi, même s'il a du mal à passer l'examen d'entrée à l'école impériale, il est loin d'être bête. Pour tout ce qui est intrigue, machin, on peut compter sur lui, quoi. Mais à partir du moment où il disparaît de la capitale, il monte dans le nord, t'en as plus rien à secouer et tu zappes allègrement toutes ces scènes-là, quoi. Et c'est dommage pour lui. Ouais, c'est dommage pour le personnage principal qui perd, effectivement, au fur et à mesure, je disais qu'au début, c'était quelqu'un de très entouré, parce qu'il perd au fur et à mesure beaucoup de personnes de confiance. Et puis, il y a des personnes de confiance qui se révèlent être des personnes peut-être pas dignes de confiance au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il va perdre de manière assez tragique et catastrophique. D'abord, donc, la suivante, donc, qui tombe des hauts des remparts pendant son couronnement ou son investiture en tant que prince héritier. Donc, c'est quand même assez marquant, si tu veux. Comment foutre en l'air une cérémonie. Et puis après, donc il va perdre son cousin. Bon, il meurt pas tout de suite. Il meurt dans la série de 12. Hein, mais il meurt pas tout de suite. Ah, il a quand même l'occasion de se retrouver couvert du sang de son cousin qui se suicide devant lui. C'est génial. Restons dans la joie et l'allégresse, tu vois. Je te dis ça au fur et à mesure en plus. Et donc il va perdre donc son Shifu, c'est pareil, de manière assez horrible. Cette scène est magnifique également. Elle est atroce cette scène. Ah. Il est emmené en peignoir, il doit être emprisonné et le Shifu vient se sacrifier pour qu'il soit libéré et il peut rien faire parce qu'il est enfermé dans sa carriole. Il sait que son Shifu est en train de se faire tuer. Donc il y a ça. Il perd la femme de sa vie. Elle est pas morte, mais enfin il est obligé de l'éloigner pour sa sécurité. Et puis donc il lui reste autour de lui un eunuque et puis une boniche qui sont pas toujours très nettes avec lui quand même. Ah ouais, bah la boniche, elle a carrément un crush sur lui depuis qu'ils sont jeunes. L'eunuque, tu le crois ultra fidèle, mais il y a des moments où il assure pas une rame. Et puis même dans ses nouvelles rencontres, bah il perd tout parce que donc il est comme sa fiancée et sa chérie dont il a pas vu le visage, Bibiche, est tombé en disgrâce parce que son père et son frère sont tombés en disgrâce, ils sont en prison, forcément il peut plus l'épouser, donc on lui arrange un mariage avec la fille d'un autre conseiller qui est un bâtard de Zhao, là je sais plus comment il s'appelle, c'est un bâtard de première celui-là. Et son fils aîné à lui là, c'est le futur beau-frère, il est con comme une malle, il est bête, mais il a son utilité à certains moments, donc bon voilà. Et il a bon cœur. Parce que le bâtard, il a 2 enfants, mais il est arrivé à avoir 2 enfants qui ont bon cœur. Là, les 2 pommes sont tombées loin de l'arbre, heureusement. Et donc sa fille, qui finit par épouser Martin, au début tu dis non, mais je veux pas qu'il épouse quelqu'un d'autre, parce que tu les chies pas morts, hein, Martin et Bibiche, hein, depuis qu'ils se sont rencontrés, depuis qu'ils se sont fait des déclarations derrière un paravent, ben voilà quoi. Dans cette scène qui est de toute beauté. Mais la femme qu'il épouse, elle est super. Le mariage, tu te dis non mais c'est pas possible parce que c'est Bibiche qui doit officier au mariage de son amoureux avec une autre femme. C'est horrible, c'est atroce. Qui doit veiller à l'extérieur de la porte de leurs appartements. Alors c'est que du bois et du papier, donc en fait elle entend tout pendant la nuit de noces. C'est atroce. C'est atroce, c'est horrible. Mais l'union est finalement assez heureuse. Ils s'entendent bien, l'épouse est vraiment, vraiment trop pure pour ce monde, hein, la princesse. Ouais, elle est pas très très finaude, mais elle est très gentille. Elle est très très gentille, elle devient copine avec Bibiche, qui devient sa servante plus ou moins attitrée, et puis à un moment donné, il y a un heureux événement qui se prépare, donc t'en es au stade où tu peux pas en vouloir à la princesse, tu vois qu'ils sont heureux en couple, même si des fois il y a des problèmes de communication, puis son père à elle qui fout la merde, les intrigues de cour, tu te dis qu'à un moment donné, ça va être très compliqué, elle va être entre le marteau et l'enclume, quoi. Mais t'es quand même heureuse pour lui, même si en même temps, t'as Bibiche qui prend super cher, quoi. Donc c'est assez curieux comme... Mais donc du coup, que la princesse soit pas une bitch de première, ce que tu avais dit dans la partie de mon spoil, c'est rafraîchissant et ça fait plaisir. Et en même temps, ça paraît plus réaliste parce que les nanas, soit sont des héroïnes trop pures ou machin, soit c'est des bitches hystériques. Enfin, je veux dire, là, t'as quand même des personnages qui sont beaucoup plus nuancés et auxquels tu t'attaches. Même si la situation au départ ferait que tu pourrais prendre la princesse en grippe, par exemple, bah finalement non. Ah oui, parce que elle développe une relation
relation plus amicale d'ailleurs que maîtresse et servante, parce que déjà c'est elle qui arrive à la convaincre d'épouser notre prince héritier, parce qu'elle a peur d'aller se marier, elle a pas envie de se marier. Pour une fois, t'en as pas une qui rêve absolument d'épouser le prince héritier. Tu vois, la fille, elle veut plutôt être sous le radar, elle veut plutôt garder un profil bas, donc se retrouver comme ça en princesse héritière, elle le sent pas trop, elle a pas du tout envie d'occuper le rôle, et elle a jamais vu son mari, elle le sent pas trop non plus. Et du coup, Bichette qui se retrouve à aller préparer la princesse au mariage, elle lui dit non, mais en fait, en fait, elle lui dit tout le bien qu'elle pense de celui qui était son amoureux, quoi. C'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles tu peux tomber amoureux de ce personnage. Elle parle de sa propre expérience, sans dire évidemment qu'elle était amoureuse de lui. Et du coup, elle arrive à le convaincre qu'effectivement, c'est un homme bien qu'elle va épouser. Donc elle y va. Elle va jouer le rôle d'épouse, et c'est quelqu'un qui a besoin énormément d'affection, hein, comme notre Nini. Il aurait juste besoin qu'on lui fasse des câlins. Et elle va assurer cette partie-là. Comme elle est très timide, elle est pas à l'aise, elle est embarrassée en public, elle a vraiment besoin d'avoir une grande sœur à côté d'elle. Donc finalement, la domestique, bien qu'elle soit assez douce et assez innocente, notre héroïne, elle est quand même un peu plus fine et un peu plus intelligente que l'autre. Donc elle l'oriente un peu dans ses choix, elle lui sert de soutien moral et psychologique, elle lui demande conseil régulièrement, et elle lui donne des conseils sur quoi faire. Et c'est vrai qu'elle développe vraiment une très bonne relation, parce qu'il y a des fois où même elle se retrouve à faire la substitut de l'épouse, notamment pour monter à cheval, parce que l'autre, elle a peur, elle veut pas monter à cheval, donc elle envoie sa domestique. Et elle se rend compte qu'il y a une espèce de complicité entre son mari et la bonne. Elle le voit avant même que le prince héritier s'en rend compte, puisque pour lui, c'est juste une bonne, c'est pas sa Bichette, hein. Et elle le perçoit, et elle est pas jalouse, et elle est même prête à dire non, mais tu devrais l'épouser parce que moi je l'aime bien et tout. Et puis elle te sert d'une manière dont moi je peux pas te servir, parce que elle comprend la politique, elle est beaucoup plus intelligente que moi, et lui il veut pas, parce qu'il est loyal et qu'il a pas prévu d'avoir plusieurs épouses. Il faut remettre en contexte pourquoi il se marie, parce que ça c'est important aussi, parce que lui il voulait vraiment épouser Bichette, mais il accepte finalement, il va demander d'épouser la fille de ce qui est son plus grand ennemi à la cour, qui est ce ministre comploteur et machiavélique, parce que il a besoin des jours d'amnistie qui sont donnés au moment du mariage. Et à ce moment-là, le père et le frère de Bichette sont sur le peloton d'exécution. Ils sont normalement condamnés à mort. Et donc, en fait, c'est le dernier cadeau qu'il peut faire à la femme de sa vie, d'essayer de sauver le père et le frère. Et ça, il peut le faire qu'en obtenant l'amnistie par son mariage. Donc, c'est un sacrifice, en fait, qu'il fait avec ce mariage. Sauf que, il va pas se comporter comme un bâtard, comme on peut voir dans d'autres séries, quand nos héros sont obligés de se marier avec une femme qu'ils aiment pas. Voilà, il a accepté de l'épouser. Il voit que c'est quelqu'un de correct. Et il va être correct avec elle. Et il va donner une vraie chance à cette histoire conjugale, et c'est vrai que ça a le mérite d'être souligné, parce que ça, on l'a pratiquement jamais dans nos dramas. Et c'est un joli petit couple, hein. Ils sont mignons tous les deux. Et donc du coup, quand la tragédie frappe à nouveau, parce que vous vous doutez bien que ça allait pas rester comme ça longtemps, quoi, t'es triste pour lui. T'es pas là en train de te dire ouais super, la route est libérée pour Bibiche. Tu te dis mais merde quoi, la pauvre princesse, trop pure pour ce monde. Clairement, elle était pas taillée pour être princesse héritière et les intrigues de la cour. Elle devait le sentir, hein, que c'était pas pour elle. Elle avait raison de se méfier. Et donc du coup, elle est empoisonnée à un repas chez la courtisane, qui est aussi la mère du premier et du 5e prince, qu'on a tendance à sous-estimer au début, cette courtisane. Au début, je me disais, elle est conne, elle est machin, et en fait, elle est machiavélique, elle tire les ficelles depuis des décennies à la cour, en se faisant passer un peu pour une quiche. Elle a une bonne, d'ailleurs, qui est d'une carrure, qui est vraiment machiavélique aussi, la boniche, là, j'ai oublié son nom. Et donc, la princesse héritière enceinte est empoisonnée à un festin, donc, chez la courtisane, et Bibiche se retrouve dans la situation où il faut choisir entre sauver la princesse héritière et sauver un enfant qui a mangé le même gâteau, le même fromage, et qui est empoisonné aussi, et qui est un des fils de l'empereur, un des derniers fils de l'empereur, un petit gamin. Et la princesse héritière lui dit « Sauve le petit », si mes souvenirs sont bons. Hein. Et donc Bibiche, elle est dans une situation pas possible, et la princesse héritière finit par crever en fait. Et Martin est persuadé
que c'est Bibiche qui a provoqué cette mort. Il lui en veut de ouf, il manque de l'étrangler, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Et suite à ça, se développe une relation hyper toxique entre les deux, parce qu'il lui en fait voir de toutes les couleurs, persuadé qu'elle a buté... en tout cas laisser mourir sa femme et son enfant à naître. Et du coup, il lui en fait voir mais de toutes les couleurs. Et en même temps, il est vraiment troublé par elle, ce qui fait que tu as l'impression que ça rajoute de la haine vis-à-vis d'elle. Donc en fait, elle prend cher. Et il est coincé par son épouse aussi, parce que au moment de la mort de l'épouse, elle a le temps de lui glisser 3 mots à l'oreille. Tu vois pas tout de suite ce que c'est. Et il faut savoir que juste avant, parce que le hasard scénaristique fait bien les choses, juste avant, la princesse héritière a enfin compris, pour une fois, elle qui était la moins finaude, c'est elle qui a l'enseignement avant tout le monde, elle est la seule qui sait que sa bonne n'est pas sa bonne, mais est l'ancienne fiancée. Et elle est à la hauteur d'elle-même, hein, parce que sa première réaction, c'est mais je t'ai volé ta place, ta vie et ton mari en fait. Et elle est consternée, elle est là à se mettre à genoux devant elle et à s'excuser, etc. parce qu'elle lui a volé l'amour de sa vie. Mais c'est pas de sa faute, tu vois, et pour rien. Et l'autre lui pardonne en plus, donc il y a cette très belle scène entre les deux femmes. Et donc au moment de sa mort, elle glisse 3 mots à l'oreille de Martin. Alors le problème, c'est qu'elle lui glisse pas ce qu'on aurait bien aimé, c'est-à-dire le nom de la fille, et puis voilà, fin de l'histoire. On avait la résolution. C'est ta chérie. Tant qu'à faire, histoire de bien être chiante, elle lui dit, elle n'est pas celle que tu crois, il faut que tu la gardes près de toi. Il faut que tu la protèges et que tu la gardes près de toi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et donc, du coup, lui, il se retrouve avec une information tronquée également. Et il se dit, attends. Donc, en fait, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est peut-être une traîtresse machin, qui a peut-être tué et tout. Et donc, il la teste en permanence à partir de là. Mais dans le même temps, effectivement, ils ont cette relation dysfonctionnelle de base qui est de la codépendance à un niveau de ouf tous les deux. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il la déteste, mais il peut pas se passer d'elle, à un point qu'à un moment il s'enchaîne à elle avec une ceinture. Malheureusement, on n'aura pas des scènes drôles comme dans Goodbye My Princess, mais on a quand même des bonnes scènes où ils sont attachés l'un à l'autre, et il veut pas renoncer à elle, mais en même temps il peut pas la supporter. C'est très compliqué. Oui, voilà, il répète plusieurs fois, elle est à moi, quand il s'attache avec elle pour la protéger en fait, parce qu'à la seconde où elle va s'éloigner de lui, l'empereur, etc., ils vont la faire décapiter, ils vont la faire tuer. Pour des intrigues de palais on vous passe les péripéties parce que vous découvrirez vous-même. Au bas, lui arrive plein de trucs. Elle se fait étrangler, elle se fait bastonner, elle se fait interroger, et effectivement, elle menace de se faire décapiter. Donc lui, il est en exil il est en résidence surveillée dans un temple, etc. Et il s'attache à elle pour pas qu'on lui prenne, alors que tu pourrais dire, il a toutes les raisons du monde de la faire buter, etc. Et genre, de prendre le popcorn, d'être au premier rang, wouhou, avec les lunettes 3D, quoi. Et pas du tout. Et t'as une espèce de complicité. En fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'il faut un pas en avant, 2 pas en arrière, quoi. T'as la complicité, machin, puis il redevient froid avec elle, il lui apprend à écrire. Ils ont vécu pratiquement maritalement ensemble, si tu veux. Ils dorment dans le même lit, ouais. Ils partagent tout ensemble, ils ont des grands moments de complicité à certains moments. À un moment, il en tombe vraiment amoureux, t'as la scène hyper chaudasse dans la bibliothèque. Ouh, alors là... avec du lâcher de cheveux de madame. Tu peux aller prendre la douche, là, avec la scène de la chenille. Elle est super, cette scène de la chenille, parce qu'en fait, il voit qu'elle a toujours du cran, cette fille-là, et il essaye de lui faire peur. Il découvre qu'elle a peur des chenilles, parce qu'elle a été piquée dans son enfance par une chenille. Apparemment, je suppose qu'elle a fait une allergie ou autre chose, mais ça lui a fait hyper mal. Et donc, à un moment, il lui colle une chenille, et par réflexe, elle la repousse. La chenille finit sur sa coiffure. Elle dit, non, mais j'ai trop peur, parce que ça m'a vraiment fait du mal. Et à ce moment-là, elle dit, t'as plus peur de la chenille que de moi? Elle dit, oui, ça m'a vraiment fait du mal. Et là, il te l'empoigne, il l'embrasse, et dit, je vais te piquer, moi, tu vois. Donc, il y a un lâcher de cheveux et tout, puis t'as tout le monde qui est dehors, en plus, dans la cour, en train de regarder, comme tu disais, c'est vraiment d'un transparent, ces papiers-de-riz. Enfin, tout le monde a droit à la scène, donc tout le monde est là derrière, en train de boire du petit lait, parce qu'il est en train de se passer enfin quelque chose de chaud dans la maison du prince héritier, et il est très amoureux d'elle à ce moment-là. Sauf que après, rebelote, révélation que elle a fait des trucs dans son dos, elle a fait des crasses, parce que t'as aussi en fil rouge la question de son sceau de
prince héritier qui est aussi un autre MacGuffin qui disparaît, réapparaît, revient et bizarrement il s'inquiète pas pendant toute la série de savoir où est passé son sceau de prince héritier. C'est elle qui l'a pendant tout le temps et qui en fait usage à un moment qui va lui coûter cher. Parce qu'elle perd jamais de vue sa vengeance, elle, en fait. À aucun moment, elle se laisse tenter par la possibilité de lâcher sa vengeance et de vivre avec lui, de machin. Non, elle vengera son père et son frère qui ont été, du coup, butés parce que le ministre pourri, là, le père de l'abruti de service et de la princesse trop pure pour ce monde, il a falsifié l'ordonnance du prince héritier pour les faire décapiter. Voilà. Donc, elle a juré la perte de ce mec-là. Pas de ses enfants, parce qu'ils y sont pour rien, et c'est pour ça qu'elle peut devenir amie avec la princesse sans qu'il y ait de conflit d'intérêts, etc., sans qu'il y ait de dissonance. Mais par contre, le ministre, elle est décidée à le faire tomber, et elle fera tout pour parvenir à ses fins. Et c'est vrai que le moment où il réalise qui elle est, quand Martin comprend enfin qui elle est, c'est tout le payoff que tu attendais avec ce setup de ouf, depuis les scènes magnifiques où ils se rencontrent à chaque fois, elle est dérobée à son regard, soit par son abat-jour, soit par ce paravent, cette scène de paravent, qui est absolument sublime, qui est chargée symboliquement aussi, puisque c'est le moment où il voit sa peinture à elle avec ces montagnes du Sichuan, lui qui a jamais sorti de la capitale, qui a jamais vu une montagne de sa vie, et il lui dit mais pourquoi il y a une seule grue, faudrait en peindre une deuxième, parce que justement les grues c'est comme les cygnes, ça s'accouple pour la vie. Et elle dit ok, et puis enfin voilà, cette scène est de toute beauté, et c'est là que tu te dis oui, parce qu'il se tourne autour du paravent, oui, parce qu'en plus elle à ce moment-là elle est dans la résidence du Shifu, donc celui qui en fait qui avait prévu de les marier, qui avait d'ailleurs bien fait son travail parce qu'il voyait qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et donc là, je sais pas pourquoi elle a eu ces pudeurs de jeune fille, c'est triste à dire, malheureusement, dès qu'elle l'a vu arriver, elle s'est planquée derrière son paravent. Juste avant, comme elle était en train de faire des travaux manuels, elle s'est remontée ses manches, c'est un geste absolument magnifique avec sa ceinture et tout, elle fait ce truc-là, il la regarde, donc c'est extrêmement érotique parce qu'elle montre un peu ses bras, il la voit vaguement de dos, et lui il a très bien calculé qui c'était, mais comme elle se plante derrière le paravent, et puis qu'il se dit qu'après tout ils vont se rencontrer, ça va se faire, etc., ils cherchent pas à creuser l'affaire tout de suite, ils sont là à avoir leur conversation derrière le paravent avec des ombres chinoises, c'est le moment déplacé, avec il se touche la main à travers l'écran, il lui passe son manteau, enfin comme tu as dit, il aime bien Martin, lui passer le manteau, à un moment donné, donc, il a lui passé un manteau. Donc voilà, il y a tout ce truc qui se fait et qui va leur coûter cher parce qu'effectivement, parce qu'ils ont flirtouillé et ils se sont pas, elle a pas voulu se montrer parce qu'elle était probablement pas montrable, soi-disant, à ce moment-là. Les scènes de rencontre vont jamais se faire parce qu'à un moment, ils se sont prévus carrément à une date dans un temple bouddhiste et elle pourra pas aller honorer cette date parce qu'elle avait prévu de lui rendre son manteau, justement, et malheureusement, le père aura eu vent et récupère l'affaire et lui interdit d'aller alors qu'elle s'était fait toute belle, elle avait mis ses petits confettis fleurs et tout sur le visage et tout, etc. Et pourra pas le rencontrer et ça nous permet d'avoir toute notre torture derrière. Ouais. Sinon, il n'y a pas de série, quoi. Sinon, c'est dans mort. ce cas-là, oui, il n'y a pas de série parce qu'ils ont tout prévu sur le fait qu'il n'a pas vu son visage. Et bon, comme tu disais en termes de payoff, c'est vrai qu'ils nous referont plus tard la scène du paravent, même s'il y a eu des moments où il a pu avoir des moments de doute, justement, avant d'avoir la révélation, quand elle fait ce geste, pareil, de remonter ses manches dans une scène de baignoire, d'ailleurs, justement, où il se dit, attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Et il a cette phrase qui est quand même bizarre parce qu'ils se connaissent depuis super longtemps et il lui dit, mais on s'est pas déjà rencontrés avant? Tu dis, mais mec T'es con ou t'es con? Enfin, je veux dire... tu m'es vaguement familier. Il va avoir un espèce de flash, comme quand tu vois ta vie défiler avant de mourir, paraît-il. C'est à la cour, au moment où il prend la mesure, parce qu'elle, ça y est, sa vengeance est enfin en place. Toutes les pièces sont en place, et t'as une scène de cour avec les révélations qui tombent de partout, et tu sais qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber de partout. Et là, lui, tu le vois en flash, donc il revoit cette scène où elle attache ses manches pour pouvoir faire des travaux manuels. Il revoit pas mal de trucs où il fait le lien, etc. Et il se rend compte que c'est elle. Et là, quand même, faut saluer la performance de l'acteur parce que t'as l'impression vraiment que le monde vient de s'écrouler, quoi. Son monde vient de s'écrouler. Il se barre de la cour, il écoute pas les injonctions de son père l'empereur, etc. Il sort de la cour, il faut absolument qu'il la retrouve, en fait. Et tu te dis, mais
Ah, puis la scène elle est spéciale parce que elle est à sa coiffeuse et il aime beaucoup faire les sourcils et faire la coiffure de ses épouses. Donc, parce qu'il avait vu sa mère faire ça, il trouvait ça formidable que quelqu'un le fasse et donc il s'était promis de faire ça avec sa femme. Il le fait avec sa première épouse et donc avec elle qui a vaguement un statut de concubine ou pas loin d'un statut de concubine à un moment. Donc il est derrière elle à la coiffer. Et il sait qui elle est à ce moment-là. Et ils ont ce jeu du chat et de la souris et il a une expression sur son visage qui, tu te dis, il va la buter quoi en fait. Il est hyper cruel à ce moment-là et limite tu sais ça me faisait penser à la scène entre Rhett et Scarlett quand il est bourré, Rhett Butler, et qu'il est derrière elle, tu sais, à serrer sa tête. À serrer son crâne. Ouais. Exactement. Et c'est exact, il met la main sur sa tête, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que t'as prévu quoi? Et en fait, il va chercher cette fameuse broche à cheveux grue qui était pour elle, et la manière dont il la prend, à ce moment-là, t'as les magistrats qui arrivent, tu te dis, il va la buter. Il va la buter. Non, il la coiffe et en fait, il révèle aussi sans le dire, donc on est dans le non-dit, voilà, vous savez qu'on adore ça, il lui révèle qu'il sait très bien qui elle est à ce moment-là. Ce à quoi elle devait s'attendre, vu ce qu'elle avait mis en place pour que ça parte en cacahuète à la cour ce jour-là. Et donc, elle est emmenée en prison, ça aussi, ça faisait partie de son plan, cette fois-ci, hein, parce qu'elle a été déjà en prison, que c'était pas prévu. Là, c'était dans son plan. Et lui, il dit, mais non, vous pouvez pas me l'enlever, c'est la femme de ma vie, je l'ai attendue toute ma vie, etc. Machin, elle est à moi, elle est là. Il faut le retenir alors qu'on emmène Bibiche en prison. Enfin, c'est pas dans son plan du tout, ça, Aurélie, en fait. C'est pas ça qui s'est passé. En fait, à l'origine, elle avait pas prévu de se venger de lui. Elle compte sur lui parce qu'il arrête pas de dire qu'il veut faire le ménage à la cour, un peu comme Nini, donc elle le voit pas comme un homme corrompu. Mais à un moment, elle sait qu'il va couvrir donc son ancien beau-père, donc l'homme qu'elle veut abattre, qu'il est au courant de la falsification qui a été faite sur le père et le frère, et donc à ce moment-là, il devient son ennemi. Elle était touchée par lui, elle l'aimait, pendant tout le temps, elle n'avait pas prévu de lui faire du mal. Mais à partir du moment où elle sait qu'il va pas traduire devant la justice le ministre corrompu, elle l'inclut dans le programme. Et donc c'est là qu'elle fait cette falsification, puisqu'elle a son sceau, elle a son tampon, qui fait qu'elle va en fait lui coller sur le dos un scandale, enfin une traîtrise face à l'empereur. Elle lui fait porter le chapeau en fait. Elle lui fait porter le chapeau, voilà, c'est ça. Pour elle, sa vengeance était accomplie, il faut que tout le monde paye, il faut qu'il paye. Et puis, à ce moment-là, il y a une perquisition qui se fait dans le cabinet du prince héritier, où les magistrats qui viennent récupérer des preuves supplémentaires, parce qu'à ce moment-là, lui, il est interrogé, il est mis à la question par son père. Et dans son coffre-fort, il y a l'objet auquel il tenait le plus au monde, finalement, qui était la peinture qu'elle avait faite pour lui, la fameuse peinture qu'il réclamait de ses montagnes avec les 2 grues, qu'elle lui avait offert à un moment où, pareil, ils auraient pu se voir, mais il a refusé de la voir parce qu'il voulait la protéger, donc il voulait pas la mettre en danger, donc il a jeté... Ah, la scène du carrosse. La scène du carrosse. Sans la regarder, la peinture qu'elle lui avait offerte, mais en fait, il est allé la récupérer derrière, cette peinture. Et il la gardait précieusement. Et il y a plein de fois où elle le voit en train de regarder un rouleau et il le ferme à chaque fois, donc elle voit pas ce que c'est. Mais c'est son rouleau de peinture. Et donc à ce moment-là, au moment où ils ouvrent le coffre-fort, elle trouve le rouleau, elle le regarde et là, elle prend conscience qu'il l'a toujours aimé et qu'en fait, il lui a toujours été fidèle. Et c'est là qu'elle va à la cour et qu'elle dit non, c'est moi qui ai écrit cette lettre et donc... qu'elle se resacrifie parce qu'en fait elle veut le sauver à ce moment-là. D'accord, ouais, tu vois, j'avais oublié quand même des gros morceaux. Ah bah faut dire que c'est compliqué, hein. Bah c'est un truc tellement à tout va qu'à un moment donné tu t'en mêles les pinceaux, hein. Ah bah c'est le cas de le dire, avec les peintures. Entre les moments où t'es battu, les moments où t'es emprisonné, alors soit dans ta chambre de Boniche, soit évidemment à The Place to Be, la prison impériale, c'est... Ouais, mais elle est importante cette peinture. C'est vrai qu'il y a des beaux fils rouges qui sont maintenus. On a parlé du sceau impérial, donc c'est des trucs qui ressortent. Hein, encore une fois, cette carabine de Tchekhov qui est si bien faite chez les Chinois. Cette peinture en plus qui a donné une scène de pont dans les scènes de pont. Ah bah oui, t'as dû être un troll dans une vie antérieure. Et il l'a jetée. Elle se retrouve à pleurer sur son pont et tu le vois arriver dans le fond et tu te dis ah ça y est, il va enfin aller la voir. Ils vont avoir un échange parce que tu vois des pieds qui s'approchent d'elle et tout et tu sais qu'il est là, lui. Mais non, c'est pas lui.
c'est pas Ça, lui. c'est vachement bien fait, cette scène, parce qu'à ce moment-là, c'est le prince numéro 5 qui arrive, et pas lui qui est resté de loin, qui a récupéré son tableau, mais qui a pas osé s'approcher. Il joue bien avec tes émotions, hein, là-dedans. Ah oui, tu te fais mener en bateau, tu prends presque aussi cher que les personnages. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il est vachement bien ficelé, ce drama, comme tu le dis, il y a des fils rouges. T'as aucune ligne narrative qui n'a pas de résolution, comme toujours avec les Asiatiques, hein, j'ai envie de te dire. Donc c'est vraiment, même si tu regardes pas les 12 épisodes en plus, quoi, si tu t'en tiens aux 60 épisodes de la série, t'as rien qui te laisse insatisfait parce que tout a une résolution. Même la relation entre le père et le fils, c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté dessus, mais c'est une relation qui est extrêmement complexe, qui est teintée de ressentiment, par rapport à la mort de la mère, parce qu'il y a toujours un problème avec Moment, hein, tous ces princes ont toujours un problème avec leur Moment, avec leur papa l'empereur qui est un gros bâtard bien sûr. Enfin c'est hyper compliqué entre eux quoi. Et ils ont des scènes où ils se parlent un peu plus à cœur ouvert. Et là l'empereur tu le vois un peu plus faiblard, un peu plus il se laisse attendrir, tu le vois pleurer, il se rend compte qu'il a quand même grave merdé avec son fils et t'as des scènes où c'est presque de la tendresse quoi, même si entre eux ce sera jamais complètement assaini en fait parce que il y a tellement de passifs que... Ah bah il est sans arrêt soumis à l'épreuve, hein. T'as notamment des épreuves sur qui fait mieux le thé parmi ses enfants, où t'as justement tout le processus de t'écrases la poudre, et tu le verses, c'était là avec ton petit fouet, ton machin, etc. Il y a une scène entre les deux qui m'arrache le cœur, c'est la scène où ils sont séparés par un paravent, encore une fois, enfin par un mur, par une cloison, et il est assis par terre en train de pleurer toutes les larmes de son corps, ce qui lui arrive quand même régulièrement dans la série. C'est clair. Et une scène qui fait très Nigny son papa d'une certaine manière, parce qu'il est en train de dire, et il arrête de manière répétitive, il arrête pas de dire, mais pourquoi tu veux m'arracher le cœur, quoi. Il lui fait la liste de toutes les choses comment il déverse vraiment tout ce qu'il a sur le cœur, et comment il a envie d'être aimé par son père, et qu'il est en train de perdre la femme qu'il aime, etc. Et ce qui est terrible, c'est que cette scène, elle a un pendant qui est dans des 12 épisodes, parce que une nouvelle fois, le père et le fils sont séparés par une cloison, où il a été destitué, c'est vers la fin, et donc le père finit par dire à son fils son affection, mais le fils l'entendra jamais parce qu'entre-temps il s'est suicidé. Donc il parle à un mort, donc c'est horrible. donc ils ont supprimé le pendant de cette scène, quoi, tu vois. Et justement en parlant de pendant de scène et de choses qui manquent, donc à la fin, alors j'avais pas tiqué, mais donc le moment où tu te dis ah ça y est, nos amoureux qui ont tellement morflé vont enfin avoir leur moment de bonheur, donc ils rejouent la scène du paravent sous la neige, et cette fois-ci ça y est, le paravent ils vont le traverser, il va l'attraper, il va la mettre derrière le paravent, ils vont avoir leur bisou et tout, et en ombre chinoise le bisou, ouais. Voilà, très beau bisou, elle est là, elle dit ah non mais je sors de prison, c'est peut-être pas le moment parce que je voudrais peut-être que je prenne un bain avant, tout ça. Je dis oh non, je peux pas attendre demain, alors il l'attrape et il l'embrasse et tu dis oh c'est trop chou. Sauf qu'à un moment, avant de dire je peux pas attendre demain, il lui fait une phrase, j'avais pas remarqué la première fois, il lui dit si tu veux je peux attendre, ça se passera pas comme la dernière fois. Et là tu te dis en fait mais il y a pas eu de première fois parce qu'on les a jamais vus coucher ensemble. Et ben elle y est, dans la scène des 12 là qui ont été mis après, où effectivement d'un coup il la voit, il y a une pulsion pépère, il la voyait dans le soleil et tout avec un bouquet de fleurs, et d'un coup faut qu'il se la fasse, donc il se l'attrape. T'as une scène hyper chaude comme ça où ils sont là limite en train de se battre. Alors ça n'est pas un viol parce que justement il lui dit bon on a suffisamment entendu, est-ce que tu veux, et elle dit oui, et donc ils ont une très belle scène d'amour à ce moment-là qui est très chaude, mais du coup c'est vrai qu'il a un petit peu brusqué les choses, et là il lui redonne la main, et donc c'est dommage d'avoir finalement supprimé cette première scène d'amour, parce que tu crois que là du coup ça va être la première fois qu'ils auront eu leur relation, mais il y a eu une première fois où t'es pas sous son identité réelle, et donc c'était récupérer on va dire cette première fois entre eux, quoi. Ah, je savais pas. Parce que du coup, ils ont consommé alors qu'ils croyaient encore que c'était une boniche. Elle était dans cette espèce de statut bâtard, parce qu'à un moment, elle est plus boniche, justement. Elle est habillée un peu comme, pas exactement comme la maîtresse de maison, mais il lui donne un statut. Et c'est vrai qu'en plus, c'est aussi au moment où il est le plus cruel, finalement,
avec elle, puisque on n'en a pas parlé aussi, mais il y a un moment, donc tu penses qu'on l'a vraiment élevé au statut de concubine. Il lui demande de venir dans la chambre pour le coiffer et le préparer. Alors, voilà, c'est toujours chouette ces scènes-là. Et puis en fait, elle est en train de le préparer et le coiffer parce qu'il y a une nana qui vient lui rendre visite. Et il l'embarque au pieu et elle doit rester dans la pièce pendant qu'il est là à côté, protégé par les rideaux du lit, mais néanmoins, bonjour le malaise, quoi. Où elle est là en plus avec son petit sachet où elle avait brodé une jolie grue. Alors tu sais si elle lui envoie quand même des signes, hein, quand même. Hein. Et donc elle lui a préparé son truc et... Il est en train de se taper une courtisane, une poule de luxe... qui est pas une grue. Qui est une grue, elle, pour le coup. Là, tu te dis, là, on est passé de puceau à monogame à va coucher à droite à gauche assez vite, hein, ça a escaladé très rapidement, cette affaire-là. Alors, moi, je pense quand même qu'avant d'être marié, il avait déjà fréquenté le bordel. Il y avait des indices comme ça qui laissaient entendre qu'il n'était pas naïf et qu'il avait déjà couché avec une nana. Ah, bah, on est bien content pour lui, voilà, ça c'est bien, pour une fois. Voilà, pour une fois, on n'est pas chez les puceaux qui meurent puceaux. Hein. Il se posait la question de savoir s'il avait envie d'être papa ou pas, parce que quand il attend son premier bébé avec sa première épouse, au début, son réflexe n'est pas très positif parce qu'en fait, il n'a pas envie d'avoir d'enfant vu la situation qu'il a avec son père. Il finit par être touché par la situation et à vouloir cet enfant qui n'aura pas, et ça le rend effectivement très 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 triste. Et donc là, nous on l'a pas dans notre série, mais dans la version 12 on l'a. Il aura le bonheur de découvrir que la femme de sa vie attend son enfant, qu'il ne verra pas naître puisque il se suicide, mais qui naîtra et qui lui permettra de vivre par-delà la mort, on va dire, parce que du coup lui recevra l'affection dont il a manqué toute sa vie, aussi bien de la part de son père, donc il devient un papy gâteau, que de la femme de sa vie qui du coup va être une mère qui va être présente pour son fils. Oh, c'est triste, pourquoi ils nous ont fait une femme? Je suis désolée, hein. Tu vois, j'ai pris pour l'équipe, si tu veux, je me suis sacrifiée pour notre équipe. C'est souvent toi qui te sacrifies pour regarder les fins alternatives et les bonus de merde. On parlait du beau-frère, là, qui est, qui est pas bien finot, mais qui est en plus qui est amoureux de l'héroïne et qui essaye plusieurs fois de la sauver et qui est plutôt gentil. Et qui est très fidèle au beau-frère également. Et c'est pareil, lui aussi il se fait buter à la guerre après toute une scène très chouette d'ailleurs avec notre héros, et il dit oh punaise, mais c'est un long couloir de la mort, c'est pas possible quoi. C'est du Game of Thrones où presque tout le monde meurt, personne n'est à l'abri, tu vois. Mais c'est tellement bon. Il y a une autre scène que j'aimerais citer, c'est la scène où il fait sa déclaration. Alors encore une fois, c'est toujours avec le côté par avant, machin est caché, parce qu'à ce moment-là, elle est censée être partie. Il va chez son père pour dire qu'il l'aime, quoi. Et il sait qu'elle est encore là parce qu'il lui cache la fille dans un couloir. Elle entend la scène, elle assiste à la scène où il est en train de dire à celui qui aurait dû être son beau-père, je sais que je verrai jamais votre fille, je lui souhaite d'être heureuse, parce qu'on lui dit à ce moment-là qu'elle est fiancée, qu'elle va épouser un autre, etc. Donc qu'on lui soustrait carrément la fille et qu'il pourra plus jamais la voir. Il dit mais je la verrai jamais, il dit mais je verrai jamais les montagnes et je sais qu'elles sont belles et j'ai pas besoin de voir votre fille pour savoir que c'est la plus belle femme du monde et que je l'aimerai toute ma vie. Oh là là, cette scène c'est pareil, c'est allez, prends-toi ça dans la gueule, prends-toi ça dans le cœur. Comment tu veux qu'elle soit pas tombée amoureuse de lui? Et je veux dire, il lui en fait quand même surtout que ça fait écho aux montagnes du Sichuan qu'elle peint et que lui ne verra jamais. Ne verra jamais. Exactement. C'est ça, tu vois. Non, c'était vraiment très très beau cette scène quoi. Mais c'est d'autant plus un crève-cœur quand après elle le voit épouser une autre et se dire toutes tes promesses c'était de la merde. Mais elle est suffisamment finaude pour comprendre aussi que la situation exigeait ce genre de truc quoi. Elle est quand même elle perd très vite son innocence parce que ça part vite en cacahuète la série, et elle est quand même vachement finaude, elle est vachement rusée mémère, hein. Puis résistante aussi, endurante hein, parce que ouais, résiliente, ouais, c'est sûr. C'est vrai, le moment où elle a le switch, où elle devient... elle avait un plan, mais elle restait gentille, essentiellement gentille. Et le moment où elle fait le switch, où elle se dit, mais en fait, ce type, c'est un bâtard, et je vais l'inclure dans ma vengeance, où il y a cette scène de baignoire, justement, entre les deux, et il l'avait pas vue depuis un moment, elle avait disparu, et elle revient, donc il est tout content de la voir. Elle est extrêmement dure avec lui, et il la regarde, il dit, mais t'as changé. Il dit, non, j'ai pas changé. Elle dit, non, j'ai pas changé. Non, mais t'as pas vu mon plus grand talent encore.
Ouais, je me souviens de ça. Elle est capable d'être extrêmement dure aussi, effectivement. Bah, c'est-à-dire à partir du moment où elle comprend qu'il va baisser son froc et qu'il va devenir un obstacle à sa vengeance à elle en voulant couvrir le ministre Zhao, là, le pourri, effectivement, elle l'inclut par la force des choses dans sa vengeance et émotionnellement, elle se distancie de lui. En fait, elle met de la distance parce que sa vengeance et rendre l'honneur de son père, etc., c'est plus important que l'amour qu'elle éprouve pour ce mec. À partir du moment où elle a la sensation qu'il s'en montre pas digne, dans le sens où, contrairement à ses principes à lui, parce que c'est un homme de principe aussi, il va couvrir le crime du ministre. Donc ouais, c'est intéressant ce shift. Et non, elle a pas changé, c'est toi qui as changé parce que tu vas aller à l'encontre de tes principes. Et donc du coup, tu l'as trahi sans le savoir. C'est peut-être la première fois qu'il l'a trahi vraiment en fait. Elle a pas changé, elle garde le cap et elle va faire sa vengeance. C'est juste que maintenant, t'es inclus dans le plan parce que t'as merdé. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est capable de supporter l'opprobre et le déshonneur pour le bien commun ou pour ce qu'il pense être le bien commun ou le bien du royaume. Donc est-ce qu'il aurait fait un bon roi? Peut-être finalement, parce que il va vraiment se sacrifier tout du long pour le bien commun, jusqu'à son sacrifice final en fait. Après être en plus, il mourra dans le déshonneur en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'elle avait des échappatoires plein de fois, parce qu'on n'a pas tellement parlé du prince 5, donc pas très charismatique, mais qui lui est tombé, pareil, très amoureux d'elle tout de suite, comme d'habitude, nos personnages à fond. Ah oui, ça tombe et amoureux qui vite. est courant de son plan, qui l'aide dans son plan, qui est toujours là pour elle et qui lui propose plein de fois une sortie de ça, de la vengeance, en lui disant mais moi je te récupère quand tu veux, hein. Viens chez moi, tu seras bien traité. Mais il sait qui elle est lui en plus, il connaît son identité, comme la boniche de la courtisane qui sait qui elle est et voilà quoi. Ils connaissent son identité. Oui, c'est vrai que le 5e prince, il aurait pu la sauver à plusieurs reprises. Mais elle a toujours refusé parce que elle maintenait le cap. Il faut que je lave l'honneur de ma famille, que je venge mon père et mon frère, donc non. Mais je crois que c'est aussi parce que, bon, il y a cette question d'honneur, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi quand même le fait qu'ils étaient dans cette relation codépendante dont elle parvenait pas à se sortir. Même si t'as quand même souvent la sensation que le plus crampon, c'est Martin et c'est pas Bibiche. Mais c'est peut-être parce que ça se traduit physiquement, le fait qu'il soit crampon, en fait. Qu'il l'attrape, c'est lui qui les attache avec la ceinture, machin, donc c'est peut-être... Elle, c'est plus subtil, en fait. Alors que lui, forcément, c'est un homme dans une société, voilà, puis c'est le prince héritier, elle, c'est une boniche, donc chez lui, c'est plus net, en fait, cette codépendance. Oui, puis parce qu'émotionnellement, il a été moins nourri qu'elle, parce qu'elle avait vraiment une famille, on n'a pas insisté là-dessus, mais elle avait un grand frère, elle avait un petit frère, le petit frère est sauvé, lui, contrairement au grand frère d'ailleurs. Elle a grandi entourée d'amour et d'affection. Et loin de la capitale. Et elle a vu le monde, et elle connaît d'autres choses, et elle a des connaissances, on a dit, sur les chevaux, elle a voyagé, donc elle est moins naïve que lui, qui a connu très peu, à part les couloirs impériaux, tu vois, et peut-être quelques couloirs de bordel, apparemment, tu me laisses entendre, mais à part ça, elle connaît mieux le monde que lui, finalement. Elle connaît mieux le monde et la vie que lui, en fait. Même si à travers leur souffrance, il va pas tarder à la rattraper, au moins sur un certain nombre de points. Puis après, il part à la guerre dans le Nord, donc il aura vu le Nord, quoi. Mais il aura jamais vu les montagnes du Sichuan. Ça, il sera jamais parti dans le Sud. Non, il verra les corons et puis c'est tout. Honnêtement, l'expérience avec 60 épisodes et en t'imaginant que peut-être ils vont avoir leur happy end, je recommande. On dort beaucoup mieux la nuit. En se disant qu'après tout ce qu'ils se sont mangés, tout ce qu'ils ont souffert, ils vont avoir un petit peu de bonheur. On n'avait pas parlé, c'est dommage, parce que c'était un point que tu avais soulevé, la musique, le fait que c'était une musique assez occidentalisée, qui faisait très fiction historique qu'on pourrait trouver en Europe. C'était une musique pas très chinoise d'inspiration, mais plus comme les bandes originales des films que nous on connaît en fait. Mais tu vois, de la même manière que Rise of Phoenix était finalement de facture assez occidentalisée ou occidentalisante, on va dire, par rapport à d'autres dramas chinois qu'on a pu voir toi et moi depuis. Je dirais que celui-là c'est un peu pareil. Et par rapport à la réception, ça a eu plein de prix et plein de gens ont apprécié le travail qui a été fait, la production et encore une fois le jeu des acteurs, en particulier de Luo Jin. Mais tout le monde était assez d'accord sur le fait que qu'est-ce que c'est plombant cette histoire. donc c'est une histoire qu'on vous incite à voir.
mais peut-être pas à revoir, ou en tout cas d'être dans un état mental qui permette d'accepter ce que tu vas vivre. Voilà. Ah oui, le C'est ça timing qui- est très important. Évitez peut-être les saisons où, bon là, l'hiver va bientôt toucher à sa fin, mais évitez les saisons un peu tristounes, ou quand vous êtes en dep, non, la regardez pas. Faut être un peu, comme Rise of Phoenix 6, soyez en forme quand même. C'est pas un feel-good drama, Non, c'est pas du fluff, hein, du tout. malgré quelques moments, mais ça suffira pas. Non, c'est plus des moments de poésie que de fluff d'ailleurs. Mais et puis à côté de ça, t'as le torture porn, donc soyez prêts. Vous êtes prévenus en tout cas, donc à vos Mais risques et périls. comme tu l'as dit en préambule, effectivement, et c'est ça qu'on retient sur des fois certaines séries dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'il t'en reste quelque chose? Et je dirais oui, des scènes extrêmement mémorables. C'est vrai Extrêmement que, fortes. Vous avez vu, moi je me suis emmêlé les pinceaux, donc les détails d'intrigue, etc. Vous pouvez vous mélanger, vous mélangerez quelques mois après l'avoir vu. Par contre, des scènes et des sensations que vous avez éprouvées en voyant ces scènes, ça va rester à vie. Hein. Parce que c'est vraiment un drama hyper puissant, quoi. Sauf que bizarrement, j'ai plus de facilité à me repasser, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, Goodbye My Princess. J'ai extrêmement de difficulté à me repasser cette série. Pareil, j'ai constaté la même chose. Ah bah tu Alors vois, que voilà. Goodbye My Princess, c'est encore plus nos futurs, tu vois. Mais bizarrement, ouais, Goodbye My Princess, il y a des scènes que je peux me remater ou des montages vidéo avec des musiques sympas. Royal Nirvana, c'est plus compliqué. Bah on va voir comment on va supporter notre propre montage, et puis surtout on va vous demander comment vous avez supporté notre montage, notre vidéo, et si vous avez vu Royal Nirvana, et si vous allez le voir, et ben nous vous invitons à nous faire le retour ici pour nous partager votre expérience. Et malgré ce qu'on vous en a dit, encore une fois, j'espère que ce qui ressort, c'est qu'il faut vraiment le voir, tellement c'est un magnifique spectacle, et qui va vous permettre de découvrir de très belles choses et de très bons acteurs. Ce serait dommage de le rater, juste choisissez bien votre moment, mais c'est vraiment sublime et on vous le recommande à 100%. Et on vous dit à demain pour un nouveau drama de cette playlist spéciale Nouvel An chinois. À demain!